Merci, David, pour cette présentation. Tu mets la pression maintenant. Ben, Je bien vais évidemment, commencer. c'est Je vais mon commencer objectif. tout de suite. Donc, je vais vous présenter mon intervention en français, malheureusement. Allez, je commence. Ligne, surface, volume, surface sur vide, pour paraphraser Kandinsky, qui disait, lui, point, ligne, plan. En couverture de cette présentation, une exposition de maquette du bureau Ishigami d'une substance éthérée qui pose des questions à l'architecture en faisant abstraction de la charge. Il pose un manifeste précisément par la ligne, la surface, l'absence de volume, de masse et le vide, la légèreté de notre monde sur la Terre. Il surligne le titre d'ailleurs par O small, O vast, O architecture grows. Alors, je vais fixer la bonne idée. Désolé. Matière et forme, ainsi que le devenir, constituent le fondement de la pensée grecque. Il ne s'agit pas d'un concept parmi d'autres. Au sein du doublet conceptuel ulémorphé, donc matière et forme, Platon assimile la forme à l'idée qui donne la connaissance de l'objet. Il la sépare de la matière, l'ulé, la substance. L'idéa, l'eidos, manifesté par l'ulé et la morphée ensemble, fait que le bien, le vrai, le beau sont liés, ce qui fait que les choses sont ou peuvent être. La chose se livre et se dérobe. Ce que l'on voit, ce n'est jamais la chose. Personne n'a jamais vu la matière hors de la forme. L'idéa est immuable, hors du champ du sensible. La forma grecque est l'énergeia. Et l'énergeia, c'est l'être en acte qui écarte le beau comme relatif au plaisir. C'était Platon. Ici, pour Aristote, l'illémorphisme, donc c'est le résultat du double conceptuel illémorphé, suppose le un enchaînement logique indépendant de la matière. Pour la Gestalt allemande, par exemple, nous percevons les enchaînements et non des fragments. Le beau grec réside dans la forme, dite intelligible, du tout et des parties. Le doublet sera détruit chez les latins. Matière et forme devient un concept bon à tout, comme forme et contenu. Que peut-on apprendre des maquettes à partir de leur fabrication? C'était l'argument initial de notre rencontre. On pourrait dire que peut-on apprendre de l'architecture à partir des maquettes? Nous ne pouvons lire que ce qui peut devenir des signes, le reste c'est le réel. Et on peut se demander si la maquette a affaire au réel, réellement, mais la maquette peut-elle faire sens? Donner forme, c'est le caractère d'œuvre de l'œuvre, c'est ce qui nous occupe. Le terme maquette, une petite définition, vient de macchietta dans le champ des beaux-arts. Elle a le sens d'esquisse. Maquette désigne l'ébauche en réduction d'une sculpture ou d'une esquisse, l'esquisse d'un panneau décoratif peint. Il désigne le modèle réduit d'un décor de théâtre, donc d'un monde en réduction, des plans sans épaisseur. La maquette, comme le dessin, est-elle vraiment mise en œuvre par la main qui pense? C'est ce que soutiennent certains. Ou par la raison qui conçoit, qui paraît plus adapté à la maquette. À travers la maquette, observe-t-on le projet se faisant, sa poiesis, donc le fait d'être toujours en acte, ou l'écart entre la facture et la conception reste-t-il irréductible? La maquette nous fait établir les lois d'agrégation des parties. Que ne sait-on pas du projet que la maquette peut nous apporter? Ces articulations, proportions, matière, la maquette les dévoile. La maquette de masse et de vide, c'est celle qui m'intéresse ici. De quoi nous abstrait-elle? Des fragments qui la constituent, de leurs assemblages, de son habitation. Les travaux du studio Mumbai, comme on voit ici à l'écran, sont remarquables à ce titre. Les fragments semblent indifféremment constitutifs de l'édifice comme de sa réduction en maquette. La substance manipulée en forme
maintient le caractère du projet, que ce soit une pièce, une salle ou un édifice. Cela vaut pour l'environnement, l'air, le paysage. La maquette contient le site, même absent. Je parle bien donc des maquettes du sud de Mumbai. Les éléments s'accordent en un langage semblable à un casier d'imprimeur. Les fragments portent déjà le sens du tout. Ce sont des maquettes de masse, tout est substance, même le dehors de la forme. Les substances, les assemblages de formes portent l'attention de ceux qui les ont polis et manipulés. Les fragments sont toujours déjà le tout, déjà habité. Il n'y a pas d'écart entre la maison et la maquette. La forme est matière, l'impossible assemblage du doublet conceptuel fait se tient. Alors ici, on va passer en revue une série de cas de maquettes, on va dire, emblématiques. On verra que certaines sont peut-être curieusement choisies, dont par exemple les panneaux de Ghiberti du bâtisphère de Florence. Ce sont des bas-reliefs entre maquettes et dessins perspectifs, une maquette de géométrie plus que de volume. Une même matière déploie, le bronze, déploie spatialement toute chose. Elle entend s'étendre en espace par le jeu fondateur de la géométrie, propre et cher à la Renaissance, comme une maquette d'architecture centrée et fixe, la perspective centrale. Ces panneaux nous démontrent que la perspective est une forme de maquette expérimentale des architectures que la Renaissance classique entendait déployer. L'homme s'empare de toute chose du monde coulée dans une matière unique, ici le bronze. On passe ici à un autre cas relevant et intéressant le propos, c'est à la Renaissance les maquettes qu'on pourrait assimiler en tout cas dans l'esprit à celles que Alberti préconisait et que Brunelleschi pratiquait. À la Renaissance, les méthodes de conception quittent les habitudes médiévales. Les dessins, à l'échelle 1 sur 1 au sol ou sur les murs par un maître tailleur, qui n'est d'ailleurs pas encore autonome par rapport aux confréries. C'est la caractéristique de ce que va apporter la Renaissance. Alberti et Brunelleschi, semble-t-il, ont prescrit l'usage de la maquette nue, donc sans ornement, en tant que manifestation de masse, de vie, de plein, de lumière, comme l'essence première de l'architecture. Il s'agit de ne pas distraire l'œil par la couleur et les détails décoratifs. Alberti oppose la qualité architecturale à l'ingéniosité de l'architecte. On verra que ça nous intéresse plus tard dans les propos. Il s'agit de mesurer les relations avec le site, entre les parties et les dimensions qui en font les qualités. Complet, l'édifice, représenté par la maquette, entre dans la catégorie du beau, une fois que rien ne puisse lui être ajouté, retiré ou modifié, sans mettre à mal l'équilibre du tout. La maquette incarne une idée, donc au sens de designo, qui ne peut être conçue que par ce moyen. Les parties sont liées par un réseau de bandes, de pilastres, de lignes. Les maquettes pourraient donc tracer, si on pouvait les rassembler, une histoire des modes d'assemblage formels, pans, murs, pilastres, ordre, corniches, entablement, baies, selon leur degré d'importance à une époque donnée. Alors, un cas particulier, le Saint-Sépulcre d'Alberti à Saint-Pancrace, qui est comme une maquette d'une architecture idéale. C'est un manifeste de la Renaissance classique, un temple dans le temple. Il met en œuvre la perfection géométrique des assemblages décrits par le classicisme, si ce n'est qu'il est sacré, habité par une figuration religieuse. De dehors, il semble plein, comme une masse. On retrouve un ensemble ornemental manifeste des principes décrits par Alberti, le plan rectangulaire, un système de proportions, les pilastres, les chapiteaux corinthiens, les linéaments en pierre grise, les murs de marbre blanc.
On peut dire donc que c'est une maquette, un édicule en soi, lié à son environnement par des réseaux au sol, au mur, par ces mêmes surlignages et les mêmes pilastres. Les théories du classicisme n'ont pas toujours trouvé lieu où se déployer, donc les jardins et les chapelles ont permis ces manifestes. Là aussi, une histoire est possible entre ces lignes et ces plans selon leur présence dans l'architecture déployée. Brunelleschi, maintenant, qui donc avait recours aux maquettes en briques sans armature, ainsi que maquettes en bois. Les détails étaient souvent faits en bois, mais les maquettes, comme on voit ici, sont plutôt massives et sans ornement, juste ce qu'il faut pour faire exister les murs et les pans de murs. On voit les pilastres et les arcades fines qui tiennent la base du dôme. Il leur adjoint des maquettes de détail pour étudier les ornements, comme pour la lanterne de Santa Maria del Fiore qu'on voit à gauche. Les maquettes de masse cherchent à résoudre les relations entre les éléments architecturaux. Les murs se manifestent par les entablements, de nouveau les nervures et les pilastres. Il cherche à mesurer la manifestation de la masse et des courbures du dôme. La maquette prend le pas sur le dessin, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, même si on affirme volontiers le contraire, pendant la Renaissance, florissante pour le dessin et la géométrie. Passons à un cas particulier qui fait un lien particulier entre la Renaissance classique et ensuite le baroque, en passant donc par Michel-Ange qui représente lui plutôt le modernisme. Michel-Ange s'est inspiré des modes de conception de Brunelleschi pour le dôme de Rome et pour la sacristie de San Lorenzo. La maquette de Santa Maria del Fiore devient un modèle pour le dôme de Saint-Pierre. Mais comme à son habitude, Michel-Ange, en accentuant les composants, alourdit l'ensemble qui perd en élancement et en légèreté. On voit les deux maquettes proches l'une de l'autre qui montrent cette perte. Pour la nouvelle sacristie de San Lorenzo, il pousse les éléments expressionnistes au-delà des assemblages de l'ancienne sacristie de Brunelleschi. Il multiplie les effets, l'ordre colossal, il rajoute un étage, les fausses fenêtres qui étaient dues au fait que les conditions de mur de l'autre côté du mur n'étaient pas identiques et lui voulait les rassembler. Les doubles pilastres, les colonnes, les élévations sont identiques, quel que soit leur voisinage extérieur, ce qui isole la sacristie. Et je crois que c'est Vasari qui disait que les morts étaient eux-mêmes donc isolés dans ce lieu. Michel-Ange marque un mode décoratif hybride, il inaugure une nouvelle posture d'architecte qui entend exprimer son statut d'artiste. Il importe aussi les pratiques de représentation des arts vers l'architecture. Selon Vasari, il réalise une maquette pour toute chose qu'il réalise. L'escalier de la bibliothèque laurentienne, par exemple, est réalisé en argile, ductile, donc souple. Cela va permettre des effets plastiques, expressionnistes, pourrait-on dire. L'ornement est rapporté et n'émane pas de la forme d'ensemble. Les dessins complètent les plans et façades de façon descriptive. L'architecte prend seul les décisions nécessaires en tant qu'artiste. Ainsi, l'ornement prend des tours grotesques parfois, comme des transgressions envers le purisme et la légèreté de Brunelleschi. Vasari critique dans ses textes le grotesque de la décoration faite par allitération, surnuméraire, nombreuse. Les savoirs des traités ne sont plus partagés. Les modalités géométriques brunelleschiennes, la systématisation d'Alberti, sont donc écartées par le dessin libre d'une architecture plastique. En fait, du coup, Michel-Ange ne se réfère qu'à lui-même. C'est la fin des traités comme référent.
Le symbolique s'efface devant le formel, la matière perd sa manifestation originelle. Les pratiques aussi de Michel-Ange ne sont pas un tout homogène. De là, une absence de savoir formalisé reconnu et un cheminement conceptuel instable. Il y a une séparation radicale entre l'être et le paraître du bâtiment fait d'ornement. Le dessin prenant le pas permet l'émancipation de la conception individuelle. On va passer au baroque, qui a sa place dans le raisonnement. Dans le baroque, tout est géométrie. Si on regarde le plan de Borromini, de Saint-Yves à Rome, il n'y a pas de fragments. Les formes sont continues, enveloppent et fabriquent les vies. La matière est remplacée par le mouvement intérieur et extérieur de la forme. La géométrie devient l'exercice continu et total d'une emprise de l'homme sur la matière et l'espace. Ce qui est abstrait ici, c'est la matière elle-même, au profit de la forme, comme mouvement abstrait la matière. Le mouvement de la forme abstrait la matière. La géométrie crée ses règles à mesure qu'elle définit les formes. Elle fonde les doublets ulémorphés en un seul mouvement. Le modèle doit s'adosser au déploiement géométrique du dessin pour rendre la facture raisonnablement possible. Alors on passe, enfin un saut quantique, on passe à la période, on va dire, contemporaine, ici avec des maquettes en pâte à modeler de Louis Kahn. L'abstraction, c'est la thématique que je poursuis, c'est l'abstraction qu'opère la maquette par rapport au réel. Donc, une petite définition, l'abstraction se dit de enlever en tirant ou, au sens figuré, enlever d'un ensemble par la pensée. Le sens moderne devient considérer isolément une matière générale ou un objet. La maquette physique se présente comme non figurative, hors de sa propre réalité, hors du réel même. Pourtant, sa facture, et par là sa forme et sa substance dans la maquette, dirigent nos décisions directement, hors de sa dimension de représentation, comme déjà porteuse de sens. De quoi abstrait-on l'architecture par la maquette? Que lui adjoint-on? Une autre petite définition, l'abstrait est le résultat d'une opération d'isolement par analyse d'un ou plusieurs éléments du tout dont ils font partie, de manière à les considérer en eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est ce que produit effectivement le travail de la maquette. La maquette physique qui nous intéresse aujourd'hui présente une architecture volumétrique de masse, d'une unique substance et d'une forme sans mesure. C'est ce qu'on observe dans ces maquettes molles de Louis Kahn. Nous cherchons les règles formelles, les équilibres entre vide et plein, qui définissent la morphologie qui est l'objet de la conception même. Dans la maquette de Kahn, l'évolution du flou au précis réduit l'incertitude. Elle s'oppose à la production indispensable de l'incertitude. Donc, on passe d'une incertitude à des certitudes momentanées. C'est pour ça qu'il est important que la maquette soit souple. La poésis, l'architecture se faisant, l'architecturation génère l'apparition de lois d'agrégation. Entre guillemets, c'est une citation. La pratique de la maquette semble avoir été perdue avec les écoles de beaux-arts. Elle revient avec Gaudí, Mise, Le Corbusier et bien d'autres à l'époque moderne. La maquette géante en bois plein, dur, de Champ-de-Gare, qui avait été présentée au Centre Pompidou il y a quelques années, si elle étend un sol sans fin, fait abstraction du paysage qui accueille le projet. Les parties du projet, d'une même matière, le bois, parfois de tonalités différentes, projettent l'ensemble.
l'abstraction formelle des édifices sortis du sol qui s'érigent et émergent, voisinent les mouvements de sol. Le paysage proche de la sculpture abstraite, donc cette espèce de grande étendue en bois, proche de la sculpture abstraite, fabrique avec les sols des lieux souvent de grandes étendues vides. Il y a peu de choses, excepté le projet de Le Corbusier. Il s'agit sans doute d'une maquette manifeste plus que d'une maquette d'étude, une œuvre plastique qui dit le projet seul. Ronchamp ressemble à un dolmen lourd, massif, volumique. Il n'en est rien, la maquette nervurée que l'on voit en dessous, à l'inverse, semble légère, sur le point de s'envoler comme un dirigeable. Et c'est pourtant la réelle consistance constructive de la chapelle, faite de coques de béton. Gaudí aussi, on avait parlé de Gaudí, mais là, les maquettes ont une seule dimension, la dimension des forces. Les maquettes de force de Gaudí pour la Sagrada Familia donnent forme par le poids de la géométrie des structures en chaînettes inversées. La matière de l'édifice est guidée par la forme des efforts pour éviter d'en sortir, donc de sortir de la matière. Il s'agit de l'abstraction de tout élément d'architecture autre que la forme que prennent les efforts et les appuis au sol. Des modes de fabrication et des morphologies apparaissent nouvelles ces dernières années. La morphologie des vides et des pleins et de leur voisinage. Chez Sana, Beethoven, Richthofen ou R.S. Matthäus ici, dans la pratique des maquettes de masse par retrait ou ajout, de volumétrie vide, des volumes négatifs qui se voisinent pour aménager des salles positives ou inversement, fabriquent le projet. Chez Matthäus, au milieu, on voit l'emblématique inversion des volumes traditionnels. Et à droite, le retrait de matière par des formes sphériques négatives dans ce projet de pavillon présenté à la Biennale de Venise, qui pose la question de la réalité constructive des volumes plastiques et de leur substance. Alors, quelqu'un qui m'est cher, intellectuellement, architecturalement, Walter Pichler, qui est un sculpteur autrichien, qui a pris l'habitude de faire émerger des architectures qui se manifestent par ligne, surface, volume, sur des villes, mais aussi la masse, le poids, l'air, son mouvement, sa chaleur, sa fraîcheur. Chaque maison est habitée par une sculpture qu'il nomme stèle. Donc, à chaque stèle, il construit une maison. Les dispositifs qui en constituent les parties ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont. Une porte n'est pas tout à fait une porte, un seuil, un escalier, une élévation n'est pas tout à fait une élévation. Elles se modifient à mesure de l'usage, par exemple à l'ouverture d'une porte. En même temps, elles sont toujours plus que ce qu'elles sont, surtout. Plus que leur forme et plus que leur substance. Elles ont déjà un sens. Les maquettes, les dessins et les édifices ont la même force de présence, les matières, les formes aussi données à ces éléments. Le modèle virtuel maintenant, donc la maquette informatique, une petite note là-dessus. Le modèle virtuel global intégré n'est rien de tout cela. Il est sans mesure et sans substance. Aujourd'hui, de quoi le modèle numérique nous abstrait-elle? De la préhension des choses, des matières, de la pierre, de la terre, la brique, l'eau, du tout et de ces mesures qui deviennent inutiles en fait, puisque l'ensemble, chaque élément rassemblé en un modèle informatique est toujours présent dans le logiciel, mais il stimule toutes les instances du réel présents dans le monde virtuel, le poids, les vides, les pleins, les charges, les objets. Les découpes et les plans deviennent inutiles, sont illimités,
sans transposition, j'appelle transposition, la capacité, en tout cas de l'architecte, de transposer l'espace vu en deux dimensions d'un plan à celui de la coupe, à celui de l'élévation ou d'autres plans qui complètent spatialement le projet. Cela devient inutile. Le modèle peut-il être imprécis? Le modèle sans mesure relève pourtant de l'hyperprécision, sans cote. En fait, les cotes ne sont là que pour être transmis, et encore, si on transmet le fichier, on n'a pas besoin de le coter. La géométrie progressive autorise des formats infiniment non mesurables, donc inutile d'avoir plusieurs vues spatiales en 2D du projet. La maquette physique fixe un temps hors de soi le projet, alors que le modèle informatique se maintient toujours hors de soi. Il est à disposition. Regardons les modèles ici informatiques des édifices non construits par Cannes. En fait, il s'agit d'une recherche d'un enseignant de Pennsylvanie qui a mobilisé des étudiants il y a déjà bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, pour fabriquer des modèles informatiques des bâtiments non construits de Cannes et les comparer, on le voit ici, avec les dessins de Cannes. Et donc, regardons ces modèles, les édifices non construits de Cannes. Est-ce qu'on est en présence de ce qui est fondamentalement architecture dans ces projets? Qui nous le fait voir, Louis Kahn ou Silicon Graphics? Voilà, je termine là-dessus. Encore deux maisons pour des sculptures de Walter Pichler. Je vous remercie de votre patience.